Chaque année, plus de 100 000 tonnes de fibres de carbone sont produites dans le monde. Mais saviez-vous que ce matériau ultra résistant ne naît ni du métal ni du graphite, mais d'un fin fil blanc qui ressemble à de la laine pour un pull? Imaginez, un fil fragile et doux passe à travers des fours infernaux, atteignant jusqu'à 3000 degrés, perd la moitié de son poids et renaît, sous la forme du diamant noir de l'ingénierie moderne. C'est lui qui rend possible les fusées spatiales, les supercars et les armes les plus sophistiquées. Restez avec nous, car vous allez suivre le chemin qui transforme un simple polymère en matériau du futur. Tout ne commence pas avec du charbon ou du graphite, comme on pourrait le croire. La base de la fibre de carbone est un polymère spécial, le plus souvent du polyacrylonitrile. Une énorme bobine de fil blanc très fin, semblables à du fil acrylique pour un pull. Ce fil est doux, flexible et n'impressionne pas du tout par sa résistance. C'est notre cocon, d'où doit naître un papillon d'acier. La première étape est la préparation. Des milliers de ces fils blancs sont déroulés et assemblés en une grosse mèche. Cette mèche passe à travers un système de rouleaux qui l'étire avec une force énorme, tout en l'envoyant simultanément dans un four chauffé à 300 degrés Celsius. C'est ce qu'on appelle la stabilisation. L'étirement force les longues molécules à l'intérieur du plastique à s'aligner en ligne parfaitement droite et parallèle. Et le chauffage déclenche des changements chimiques qui les verrouillent dans cette position. C'est d'une importance capitale. Si on ne le faisait pas, la fibre fondrait simplement en une goutte informe lors du chauffage ultérieur. Au cours de ce processus, la fibre passe du blanc au noir. Elle a déjà noirci, mais ce n'est pas encore de la fibre de carbone. Maintenant, notre fil préparé et noirci s'apprête à subir l'épreuve du feu, le cœur de tout le processus, la carbonisation. La mèche est envoyée dans un autre four, beaucoup plus long et plus chaud. Mais ici, il y a un secret majeur, absolument clé. Dans ce four, il n'y a pas d'oxygène. Il est rempli d'un gaz inerte, comme l'azote. Pourquoi? Parce que s'il y avait de l'oxygène à une température de 1000 degrés Celsius, notre fibre brûlerait simplement en une fraction de seconde, se transformant en cendre. Mais sans oxygène, quelque chose d'incroyable se produit. La chaleur commence littéralement à brûler tout ce qui n'est pas du carbone dans la fibre. Les atomes d'hydrogène, d'azote et d'autres éléments se détachent des chaînes moléculaires et s'évaporent. La fibre perd plus de 50% de son poids, devient beaucoup plus fine. Mais ce qui reste, c'est du carbone pur à près de 95%. Et les atomes de ce carbone, libérés de leurs voisins, forment des structures cristallines incroyablement solides, semblables à des rubans microscopiques de graphite, parfaitement orientés le long de la fibre. Notre fil de plastique souple vient de se transformer en une fibre de carbone ultra résistante. Mais pour les applications d'élite, comme l'aérospatiale, ce n'est pas encore suffisant. Pour elle, il y a un dernier niveau d'enfer, la graphitisation. La fibre est envoyée dans un troisième four, toujours sans oxygène, mais cette fois chauffé à une température démente de 3000 degrés Celsius. Cette chaleur extrême force les cristaux de carbone à se réorganiser en une structure encore plus parfaite, presque sans défaut. Ce qui rend la fibre non seulement encore plus solide, mais aussi beaucoup plus rigide. Après ce baptême du feu, nous avons une fibre parfaitement résistante, mais absolument asociale. Sa surface est si lisse que presque rien n'y adhère, ce qui est un énorme problème.
car nous devrons la lier avec de la résine. La fibre subit donc un processus de traitement de surface. On la plonge dans un bain d'acide où on l'expose à des gaz, ce qui crée à sa surface des rugosités microscopiques et des groupes chimiquement actifs. C'est comme faire des entailles sur du verre pour que la colle y adhère au mieux. Ensuite, la fibre est recouverte d'une fine couche d'une substance spéciale, le ensimage, qui la protège des dommages et améliore sa compatibilité avec la résine. Et ce n'est qu'après avoir parcouru tout ce chemin complexe que la fibre est enroulée sur des bobines. C'est le produit final, un fil noir, brillant, léger comme de la soie et résistant comme un câble d'acier. Mais comment, à partir de ce fil, fabriquer par exemple un capot de supercar? Le fil seul ne travaille qu'en traction. Pour créer une pièce, il faut l'intégrer dans une matrice, c'est-à-dire la noyer dans de la résine. Le plus souvent, on tisse d'abord les fils de carbone pour en faire un tissu. C'est ce fameux tissu au magnifique motif que nous associons à la fibre de carbone. Ensuite, il y a plusieurs voies. La plus simple est le moulage au contact. On prend le moule de la future pièce, on l'enduit d'un agent de démoulage et on commence à y déposer des couches de tissu de carbone sec. Chaque couche est soigneusement imprégnée de résine époxy liquide, à l'aide de pinceaux et de rouleaux, en chassant toutes les bulles d'air. C'est un travail minutieux, semblable au papier mâché, sauf qu'à la place du papier et de la colle, on a des matériaux de l'air spatial. Ensuite, on laisse la pièce durcir. On utilise aussi la technologie des pré-imprégnés. Un pré-imprégné est un tissu de carbone qui a été, dès l'usine, parfaitement imprégné d'une quantité précise de résine époxy spéciale, déjà partiellement durcie à l'état de film collant. Ces feuilles de pré-imprégné sont conservées au congélateur pour stopper la réaction. Travailler avec elles ressemble à de l'application. Dans une salle spéciale, parfaitement propre, les ingénieurs découpent des morceaux de la forme souhaitée dans ces feuilles collantes et les déposent soigneusement, couche par couche, dans le moule. En faisant cela, ils respectent scrupuleusement l'orientation des fibres dans chaque couche. Cela permet de concevoir une pièce pour qu'elle soit la plus résistante possible, précisément dans les directions où elle subira les plus grandes contraintes. Quand toutes les couches sont en place, l'ensemble de la structure est placé dans un sac à vide spécial et on en aspire tout l'air. Cela presse fermement toutes les couches les unes contre les autres. Et voici le final. Le moule, emballé dans son sac à vide, est envoyé dans un four de haute technologie géant, appelé un autoclave. C'est en somme un gigantesque autocuiseur. À l'intérieur, on ne crée pas seulement une haute température, environ 180 degrés, mais aussi une pression énorme. La pression extérieure comprime encore plus fort toutes les couches de carbone, expulsant les moindres bulles d'air microscopiques. Et la température cuit définitivement la résine époxy, la transformant en un plastique ultra résistant et monolithique. Quelques heures plus tard, quand l'autoclave s'ouvre, un miracle apparaît. À la place d'un tas de chiffons collants, il y a maintenant une pièce unique, parfaitement dure, incroyablement légère et follement résistante. Elle a une surface parfaite et une géométrie précise. Après cela, il ne reste plus qu'à la détourer soigneusement sur les bords, la polir et, éventuellement, la recouvrir d'un vernis transparent pour souligner cette beauté cosmique des fibres de carbone parfaitement ordonnées. C'est le chemin qui mène d'un simple fil blanc au diamant noir de l'ingénierie moderne. Imaginez un fil. Un fil d'apparence ordinaire, d'une couleur jaune dorée, doux au toucher, que l'on pourrait enrouler autour de son doigt.
Maintenant, imaginez que ce même fil, à poids égal, est 5 fois plus résistant que l'acier. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le Kevlar, le matériau dont on fait les gilets pare-balles, les casques, les câbles ultra résistants et même des pièces pour les vaisseaux spatiaux. L'histoire de sa création est une véritable architecture moléculaire, où les scientifiques ont appris à aligner des molécules en rang parfaitement droit, comme des soldats à la parade, pour créer un matériau aux propriétés quasi surnaturelles. Pénétrons dans le sein des saints, l'usine chimique où, à partir de 2 poudres d'apparence banale, naît ce matériau de super-héros. Tout ne commence pas par le feu ni par la roche en fusion, mais dans le silence d'un laboratoire et dans de gigantesques réacteurs en acier inoxydable. Nous avons 2 protagonistes, 2 composants chimiques à l'apparence assez banale. Le premier est une poudre, le second, une substance aux allures de cristaux en forme d'aiguille, appelée chlorure de téréphthaloïl. C'est notre Lego moléculaire. Imaginez que la première molécule a 2 mains et la seconde 2 crochets. Le défi consiste à les forcer à se prendre la main pour former une chaîne incroyablement longue et solide. Ce processus s'appelle la polymérisation. Dans un réacteur immense et parfaitement propre, on charge ces 2 poudres et on y ajoute un solvant spécial pour qu'elles puissent se déplacer et se trouver. Puis, on commence à agiter le réacteur. Et là, la réaction chimique se produit. Les mains et les crochets s'accrochent, molécule après molécule, formant une très longue macromolécule, semblable à un spaghetti. La réaction libère un sous-produit, l'acide chlorhydrique, ce qui rend le mélange extrêmement agressif et corrosif. Au bout d'un certain temps, le liquide dans le réacteur se transforme en une masse épaisse, visqueuse, de couleur dorée, semblable à du miel. Ce n'est plus un simple mélange. C'est un polymère appelé poly-p-phénylène téréphthalamide. Mais ce n'est pas encore le Kevlar, c'est seulement son embryon. Et c'est là que surgit un premier problème de taille. Ce nouveau polymère est incroyablement tenace. Ces molécules sont si droites, si rigides, et s'attirent si fortement les unes les autres que, dans le solvant, elles s'agglutinent immédiatement pour former des cristaux solides. Notre masse dorée et épaisse n'est en réalité pas une solution, mais une suspension, semblable à un gel, où des particules solides flottent dans un liquide. Essayer de faire une fibre à partir de ça, c'est comme tenter de faire passer du sable mouillé par le chat d'une aiguille. Ça ne marchera jamais. Pour transformer ce gel en quelque chose dont on peut tirer un fil, il faut le dissoudre complètement. Mais comment dissoudre ce qui est pratiquement insoluble? Il faut un super solvant. Et les scientifiques l'ont trouvé. C'est l'acide sulfurique concentré. Imaginez, pour dompter ce polymère ultra résistant, il faut le plonger dans l'une des substances les plus corrosives et dangereuses connues de l'homme. La masse polymère épaisse est délicatement, et avec toutes les précautions de sécurité, mélangée à de l'acide sulfurique concentré et froid. Et un miracle se produit. L'acide brise les faibles liaisons entre les chaînes, les forçant à se lâcher les unes les autres et à se disperser dans la solution. Mais le plus important, c'est que les molécules rigides et en forme de bâtonnets du Kevlar, dans cette solution, ne se comportent pas de manière chaotique comme les polymères ordinaires, mais forment ce qu'on appelle une solution de cristaux liquides. Cela signifie qu'elles s'alignent d'elles-mêmes en groupes parallèles, comme des bûches flottant au gré du courant. C'est le moment clé. Déjà à ce stade, alors qu'elles sont encore à l'état liquide, les molécules commencent à se préparer pour leur future super résistance. Maintenant, cette solution de cristaux liquides
épaisse et visqueuse comme de la résine, est prête à devenir une fibre. Commence alors un processus appelé filage au jet sec humide. La solution est acheminée sous une pression énorme vers une pièce spéciale appelée une filière. C'est une plaque de métal percée de centaines de trous microscopiques, chacun plus fin qu'un cheveu humain. La solution est poussée avec une force incroyable à travers ces trous, et de l'autre côté apparaissent des centaines de filaments très fins et brillants. Mais ils ne sortent pas simplement dans l'air. D'abord, ils traversent un petit interstice d'air, de quelques millimètres à peine, où ils s'étirent légèrement, et les molécules, déjà partiellement ordonnées, s'alignent de manière encore plus parallèle. Puis, ces filaments encore liquides plongent immédiatement dans un bain de coagulation. C'est un bassin d'eau froide ou d'une solution spéciale. Lorsque la solution acide chaude rencontre l'eau froide, un durcissement brutal se produit. L'acide est éliminé et les chaînes de polymères se figent dans cette position parfaitement ordonnée où elles se trouvaient. Sous nos yeux, le liquide s'est transformé en une fibre solide, mais toujours flexible et dorée. Du bain de coagulation sort une mèche composée de centaines de filaments individuels, mais elle est encore imprégnée de résidus d'acide et d'eau. Elle passe donc par toute une série de bains de rinçage où elle est soigneusement nettoyée, puis par des chambres de séchage, où toute l'humidité est éliminée. Nous avons maintenant une fibre de Kevlar propre et sèche. Elle est déjà extraordinairement résistante, mais ce n'est pas encore sa limite. Pour atteindre des performances maximales, la fibre subit une épreuve finale, l'étirage thermique. La mèche de fibre est chauffée à haute température, 300 ou 400 degrés Celsius, pour la rendre légèrement plastique, et elle passe à travers un système de rouleaux tournant à des vitesses différentes. Les rouleaux suivants tournent plus vite que les précédents, ce qui force la fibre à s'étirer. Cet étirement final accomplit quelque chose d'incroyable au niveau moléculaire. Il élimine les moindres défauts d'orientation restants, forçant absolument toutes les longues et rigides chaînes moléculaires à s'aligner en lignes parfaitement parallèles le long de l'axe de la fibre. Elles se compactent de manière aussi dense et ordonnée que possible. Toute la force de milliards de liaisons intermoléculaires travaille désormais dans une seule direction. C'est comme comparer un tas de pailles éparpillées à une corde tressée serrée avec ces mêmes pailles. C'est cet ordre parfait qui confère au Kevlar sa résistance légendaire à la traction. Après cet entraînement final, la fibre est refroidie et enroulée sur d'énormes bobines. C'est le produit fini, un fil infini, brillant, doré, doux au toucher, mais capable d'arrêter une balle. À partir de ces bobines, on le tissera en tissu pour les gilets pare-balles, on le tressera en câble pour les ponts suspendus, ou on l'intégrera dans les matériaux composites des monoplaces de Formule 1. Et tout cela est le résultat d'un parcours incroyablement complexe, depuis 2 simples poudres jusqu'à une armée de molécules parfaitement ordonnées, se tenant épaule contre épaule, prêtes à supporter des charges qui semblent impossibles. Le marché des fibres d'aramide, dont le Kevlar est le roi, est une industrie mondiale qui pèse plus de 3 milliards de dollars par an. Et ce chiffre ne cesse de croître, car l'humanité trouve sans cesse de nouvelles façons d'utiliser ce matériau, là où les matériaux ordinaires jettent l'éponge. Chaque année aux États-Unis, des millions de litres de mousse expansive sont installés. Et derrière ces chiffres se cache une technologie qui ressemble plus à une expérience scientifique qu'à de simples travaux de rénovation. Tout commence avec un camion qui ressemble à une usine mobile et 2 barils de liquide d'apparence banale. Mais dès qu'ils se rencontrent, une réaction se déclenche, capable de multiplier le volume par 100 en quelques secondes.
La mousse remplit chaque interstice, transformant les murs en un cocon monolithique qui retient la chaleur et protège de l'humidité. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez le secret de la manière dont cette technologie est en train de changer l'avenir de la construction. Un camion spécial ou une grande remorque arrive devant la maison. C'est comme une usine mobile sur roues. À l'intérieur se trouvent 2 grands barils, généralement de 55 gallons chacun, et tout un système de pompes, de compresseurs et de réchauffeurs. De ce camion partent 2 longs tuyaux, semblables à de gros flexibles, qui mènent directement à l'intérieur de la maison. C'est dans ces 2 barils que réside tout le secret. Ce n'est pas de la mousse prête à l'emploi, ce sont 2 composants séparés, qui sont en eux-mêmes des liquides assez quelconques. Les techniciens les appellent composant A et composant B. Voyons de plus près ce que sont ces liquides. Le composant A, souvent appelé isocyanate, est, on pourrait dire, l'activateur ou le durcisseur. C'est une substance très réactive qui attend son heure pour lancer le processus. Le composant B est un cocktail bien plus complexe. Il contient une résine polyol, qui est à la base du futur plastique, ainsi que toute une série de substances auxiliaires. On y trouve des catalyseurs, qui agissent comme une allumette enflammant la réaction, la forçant à se dérouler incroyablement vite. Il y a un agent gonflant, une substance spéciale qui, lorsqu'elle est chauffée, se transforme instantanément en gaz, créant des milliards de minuscules bulles qui forment la structure de la mousse. On y ajoute aussi des retardateurs de flamme, des composés qui rendent le produit final résistant au feu. En somme, le composant B est le corps et l'âme de la future mousse, et le composant A est la clé qui déclenche sa transformation. Maintenant, suivons le parcours de ces 2 liquides. Les pompes dans le camion se mettent en marche, aspirant le composant A et le composant B dans des tuyaux séparés. Mais il y a un détail crucial. Les tuyaux sont chauffés. Un système spécial maintient la température des liquides dans une plage très étroite, généralement autour de 130 degrés Fahrenheit. C'est d'une importance capitale, car la bonne température assure une viscosité idéale et garantit que la réaction chimique se déroulera exactement comme prévu. Ces 2 tuyaux chauds s'étendent jusqu'aux mains de l'opérateur, où ils sont connectés à un pistolet de pulvérisation spécial. Ce pistolet n'est pas un simple pulvérisateur, c'est un dispositif de mélange de haute précision. Jusqu'au tout dernier moment, jusqu'à la chambre microscopique dans la buse du pistolet, les 2 liquides ne se rencontrent jamais. Ils s'écoulent dans des canaux parallèles. Et voici le moment de vérité. L'opérateur, vêtu d'une combinaison de protection qui ressemble à une tenue d'astronaute et d'un masque respiratoire, s'approche d'un mur ouvert avec ses montants en bois. Il appuie sur la gâchette. À cet instant précis, 2 flux de liquide chaud, sous une pression énorme d'environ 1000 livres par pouce carré, se précipitent dans la chambre de mélange de la buse du pistolet. Ils se heurtent l'un à l'autre, se mélangeant instantanément. Et aussitôt, en sortant de la buse, ce mélange est projeté sur la surface du mur. Et là, un véritable miracle commence. Ce qui n'était qu'un brouillard liquide se met à gonfler sous nos yeux. C'est comme la cuisson du pain, mais en accéléré 100 fois. En quelques secondes, la fine couche de liquide se dilate, augmentant son volume de 30, 60 et parfois même 100 fois. La mousse grandit, remplissant absolument tous les vides, toutes les fentes, les moindres fissures autour des tuyaux, des fils et des poutres en bois. C'est comme un organisme vivant qui enfle et se lève, créant une couche continue et sans joint.
Cette réaction chimique est exothermique, c'est-à-dire qu'elle dégage beaucoup de chaleur. Si vous approchez votre main de la mousse fraîche, vous pouvez sentir une forte chaleur. Parfois, une légère vapeur s'en dégage même. Mais ici, l'histoire se divise en deux, car il existe deux principaux types de cette mousse, et leurs propriétés sont très différentes. Le premier type est appelé mousse à cellules ouvertes. Pendant son expansion, les bulles de gaz qui se forment à l'intérieur éclatent, créant une structure semblable à une éponge. Si on la regarde au microscope, on peut voir un réseau de pores interconnectés. Cette mousse est très légère, souple et élastique. Au toucher, elle rappelle un peu une mousse de polyuréthane dense. Quand elle a complètement expansé et durci, l'excédent qui dépasse des montants se coupe facilement avec un long couteau ou une scie spéciale, laissant une surface parfaitement plane. La mousse à cellules ouvertes est un excellent isolant acoustique. Sa structure spongieuse amortit merveilleusement les ondes sonores. C'est aussi un excellent isolant thermique, mais elle laisse passer la vapeur d'eau, c'est-à-dire qu'elle respire, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient selon le climat et la conception du mur. Le deuxième type, c'est la mousse à cellules fermées. C'est une toute autre bête. Au cours de sa réaction, les bulles de gaz formées n'éclatent pas, mais restent intactes, créant une structure composée de milliards de minuscules bulles de plastique isolées les unes des autres et remplies de gaz. Le résultat est un matériau beaucoup plus dense, plus dur et plus solide. Quand la mousse à cellules fermées durcit, elle devient si rigide qu'on peut marcher dessus. Elle ne se contente pas de remplir l'espace. Elle soude littéralement toute la structure du mur, lui ajoutant une rigidité et une résistance considérables. Contrairement à sa sœur ouverte, elle est absolument imperméable à l'air et à l'eau. C'est un pare-vapeur, ce qui en fait le choix idéal pour les fondations, les sous-sols et les endroits où une protection maximale contre l'humidité est requise. Ses propriétés d'isolation thermique, par pouce d'épaisseur, sont bien supérieures à celles de la mousse à cellules ouvertes, car le gaz emprisonné dans les cellules est un meilleur isolant que l'air. Après application et durcissement, on la taille également, mais cela nécessite un outil plus puissant, car elle est beaucoup plus dure. Ainsi, à la fin de la journée, lorsque les techniciens enroulent leurs tuyaux et repartent, à la place des murs vides, il reste quelque chose d'incroyable. Pas un assemblage de morceaux d'isolant séparés, mais un cocon continu, monolithique, parfaitement ajusté à chaque détail de la structure. Ce cocon n'a ni joint, ni raccord, ni interstice par où pourrait s'infiltrer le vent froid en hiver ou l'air chaud en été. Il a transformé un simple mur à ossature en une enveloppe thermique de haute technologie. Tout ce processus, depuis les 2 barils de liquide dans le camion jusqu'à la couche d'isolation finie, dure et incroyablement efficace, ne prend que quelques heures. Et c'est là toute l'essence et la beauté de cette technologie. Elle n'apporte pas un produit fini, elle le crée sur place en l'adaptant parfaitement à la forme et aux besoins de la maison concernée. C'est le summum de l'approche sur mesure dans la construction, où la chimie est au service du confort et de l'efficacité énergétique. Le marché de la mousse expansive aux États-Unis est une industrie énorme qui pèse plusieurs milliards de dollars. Chaque année, des millions, sinon des milliards, de livres de ces composants chimiques sont injectés dans les murs, les toits et les fondations des maisons américaines. Les experts prévoient qu'il augmentera de 6% par an, ce qui signifie que de plus en plus de gens choisissent cette méthode pour isoler leur logement. Cette croissance n'est pas alimentée par la publicité, mais par des avantages réels
que l'on peut littéralement sentir et chiffrer. Imaginez une usine, grande comme 42 terrains de foot. Des robots y travaillent au millimètre près et des bus y sont équipés de plus de 1000 capteurs, analysant 100 gigaoctets de données routières chaque jour. Ici, les itinéraires se mettent à jour toutes les 10 secondes et la peinture ne se contente pas d'être appliquée. Elle fusionne littéralement avec le métal. C'est bien plus qu'une simple chaîne de production. C'est une véritable révolution technologique. Vous vous demandez comment on y fabrique le transport du futur. Restez avec nous jusqu'au bout. Vous allez être bluffés. Cette usine, qui s'étend sur plus de 300 000 mètres carrés, soit l'équivalent d'environ 42 terrains de foot, est dotée de plafonds si hauts qu'ils peuvent accueillir d'immenses lignes de production et des bras robotisés colossaux. Pour aller d'un bout à l'autre, les employés se déplacent en chariots électriques, car le trajet à pied serait interminable. C'est un véritable concentré d'innovation et d'efforts humains. Les robots gèrent les tâches répétitives au millimètre près, tandis que les humains prennent les décisions clés qui nécessitent intuition et expérience. Ici, on ne fait pas qu'assembler, on fabrique aussi la plupart des pièces essentielles. Les éléments principaux des bus, comme le châssis, la carrosserie, les panneaux ou encore certaines parties des systèmes électriques, sont produits sur place. Pour les pièces plus complexes, telles que l'électronique ou les mécanismes spécialisés, l'usine fait appel à des fournisseurs. Mais au final, tout est assemblé et intégré directement sur site. Laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. D'abord, le châssis du bus passe par une phase de mise en squelette. De puissants robots soudainnent la structure, avec une précision telle que l'erreur est quasiment impossible. Ensuite, on attaque la peinture. Ici, l'usine privilégie des matériaux écologiques, qui protègent le métal de la corrosion et garantissent une durabilité hors pair. La peinture n'est pas simplement appliquée, elle fusionne littéralement avec la surface grâce à un procédé spécial de polymérisation. Dans de vastes ateliers automatisés, les bus avancent lentement dans des cabines dédiées. Les techniciens, équipés de protection et assistés par des bras robotisés, pulvérisent la peinture, qui non seulement couvre la carrosserie, mais s'y associe pour former un film parfaitement lisse et ultra résistant. Le plus intéressant commence après la peinture. Les bus passent dans des chambres spécialisées, où la température et l'humidité sont contrôlées au degré près. C'est là que la peinture cuit via la polymérisation. Une réaction chimique qui rend le revêtement non seulement esthétique, mais aussi incroyablement robuste. Visuellement, on dirait que chaque bus reçoit son costume, qui l'enveloppe et le protège durablement. Et ensuite, l'intérieur. Sièges, plancher, panneaux de contrôle. Tout est installé à la main. C'est là que le toucher humain joue un rôle crucial. Rien que pour poser l'ensemble des éléments intérieurs, il faut entre 8 et 12 heures par bus, selon les spécificités. On procède ensuite au montage progressif de l'habitacle. Chaque siège est fixé manuellement, car la moindre erreur pourrait affecter le confort et la sécurité des passagers. Puis viennent les panneaux de contrôle, le câblage électrique et tous les réglages des systèmes embarqués. C'est une étape cruciale, non seulement sur le plan technique, mais aussi esthétique. Après tout, l'intérieur doit être aussi fonctionnel qu'agréable à l'œil, pour que les passagers se sentent à la fois en sécurité et à l'aise. Les bus urbains Toyota ne se contentent pas de transporter des passagers.
Ils interagissent avec l'infrastructure routière en analysant le trafic en temps réel. Résultat, des itinéraires optimisés et moins d'embouteillages. Et que diriez-vous d'un système qui ajuste automatiquement la température à bord en fonction du nombre de passagers? Eh bien, c'est déjà en place ici. Ainsi, ces bus sont équipés de technologies et de capteurs de pointe, capables de comprendre la situation sur la route et d'interagir avec l'environnement. Chaque véhicule compte plus de 1000 capteurs, surveillant tout, de la vitesse à l'état de la chaussée, en passant par la météo. Et chacun peut collecter plus de 100 gigaoctets de données par jour afin de planifier son trajet au mieux. Toutes les 10 secondes, ces bus collectent des informations sur la circulation et ajustent leur itinéraire en fonction de la situation. Accidents, bouchons, changement d'horaire. Le système traite et réagit à ces données en 1 milliseconde, ce qui permet de corriger la trajectoire avant même que le problème ne survienne. Ainsi, non seulement le transport de passagers est plus efficace, mais la consommation de carburant et les émissions sont réduites grâce à l'optimisation en temps réel. On a presque l'impression d'avoir affaire à des coéquipiers intelligents, capables de s'adapter en permanence. L'usine étonne aussi par sa culture de la collaboration entre l'humain et la machine. Les robots s'occupent des tâches pénibles ou dangereuses, tandis que les équipes humaines se concentrent sur les réglages fins et le contrôle qualité. Les machines nous rendent plus performants, mais c'est toujours nous qui décidons, confie un ingénieur expérimenté. Toyota investit des milliards non seulement dans la technologie, mais aussi dans le développement durable. L'usine fonctionne grâce à des énergies renouvelables et s'attache à réduire ses déchets au maximum. Les résidus de peinture sont recyclés et l'eau est traitée puis réutilisée. La peinture qui n'adhère pas à la surface des bus est collectée par des systèmes de filtration et des séparateurs centrifuges. Ensuite, on sépare la peinture en particules solides et en composants liquides. Les résidus solides sont compactés en blocs et réutilisés pour la fabrication de revêtements routiers ou de matériaux industriels. Les parties liquides sont purifiées et peuvent être réemployées lors de l'application de la peinture. À chaque étape de peinture, une quantité importante d'eau est utilisée pour nettoyer les surfaces et maintenir l'équipement en bon état. L'usine emploie alors un système de traitement en plusieurs étapes. Une filtration mécanique retire d'abord les grosses particules de peinture et la saleté. Un traitement chimique neutralise ensuite les composants toxiques. Une étape biologique, avec des bactéries spécialisées, décompose les résidus restants. Enfin, une filtration membranaire parachève le tout, obtenant une eau propre qui retourne dans le cycle de production, pour laver les bus et garder les cabines de peinture impeccables. Grâce à ce processus, l'usine diminue sa consommation d'eau de près de 70% par rapport à un procédé classique. Ce dispositif ne sert pas seulement à baisser les coûts, il rend la production bien plus respectueuse de l'environnement. Et vous savez quoi? C'est l'une de ces avancées qui prouve que même les géants de l'industrie peuvent penser à la planète. Des usines de cette envergure dessinent le futur de la mobilité que nous utilisons tous les jours. Moins de bouchons, un air plus pur, des trajets plus confortables. Tout commence ici, au cœur de la chaîne de production. Alors, la prochaine fois que vous verrez un bus futuriste glisser sans effort dans votre ville, rappelez-vous. Son voyage a commencé ici, dans l'immense usine Toyota, où des hommes et des femmes bâtissent déjà le transport de demain. On le sait bien, les États-Unis dominent largement le marché du recyclage du papier, avec environ 60% de leurs vieux papiers transformés en nouveaux produits. Une usine de recyclage du papier, là-bas, c'est un concentré de haute technologie. On y suit un processus précis, étape par étape,
pour donner une seconde vie à de simples emballages, journaux ou cartons. C'est bluffant. Alors regardons de plus près comment ça se passe, pas à pas. D'après l'Agence américaine de protection de l'environnement, on collecte chaque année aux États-Unis environ 65 millions de tonnes de déchets de papier. Cela inclut le papier, le carton, les journaux, les magazines et d'autres formes de produits papetiers. En général, la planification et l'organisation de cette collecte sont assurées par plusieurs organismes et institutions. Dans bon nombre de villes et de régions, des services spécialisés gèrent la récupération et le tri des déchets, y compris le papier à recycler. Souvent, cela fait partie d'une stratégie globale de gestion des ordures, avec des tournées régulières dans les quartiers résidentiels. À côté de ça, on trouve aussi des entreprises privées qui se consacrent à la collecte et au traitement de toutes sortes de déchets, dont le papier. Elles proposent leurs services aux entreprises, aux administrations, et peuvent même installer des conteneurs de tri dans l'espace public. On trouve également des stations de tri et des centres de dépôt spécialisés qui reçoivent des classes le papier avant de l'envoyer vers les usines de recyclage. Certains collaborent avec les autorités locales ou des sociétés privées pour mieux organiser la collecte. Dans de nombreuses communautés, des associations à but non lucratif et des groupes de bénévoles se mobilisent. Ils créent des programmes de sensibilisation et animent des campagnes écologiques pour encourager le recyclage du papier. Les grandes entreprises, en particulier dans la distribution ou la production d'emballages, mettent aussi en place leur propre programme de récupération du papier et d'autres matériaux. Elles gèrent et financent souvent tout le processus. Au final, toutes ces structures travaillent en la main dans la main pour assurer une gestion optimale de la collecte et de la valorisation du papier. Chaque jour, on récupère en moyenne près de 178 000 tonnes de vieux papier, ce qui équivaut, grosso modo, au poids de 33 600 camions. Dingue, non? Les services municipaux ou les entreprises de gestion des déchets organisent le ramassage dans les zones où le papier s'accumule, chez les particuliers, dans les bureaux ou dans les usines. Ça peut être un ramassage hebdomadaire ou des opérations de collecte plus ponctuelles. Parfois, des centres de dépôt font office d'étape intermédiaire. Les gens et les entreprises y apportent directement leur papier pour qu'il soit en un quoi trié, puis envoyé vers les usines. Ça se fait surtout dans les grandes sociétés, qui veulent maîtriser la qualité de leurs déchets sans dépendre d'un système de collecte standard. Une fois le papier usagé collecté, selon son type et sa quantité, on l'achemine vers des stations de tri spécialisées ou directement aux usines de recyclage. On utilise de gros camions, voire le train, si les volumes sont particulièrement importants. Tenez par exemple, la société Nine Dragons, basée à Hong Kong, l'un des plus grands producteurs de carton au monde, a investi 500 millions de dollars pour agrandir plusieurs papeteries aux États-Unis. Et oui, ça circule aussi à l'international. Au début, tout le papier récupéré arrive dans une zone dédiée, où a lieu la première phase de tri. En général, on utilise des systèmes mécaniques pour faire le gros du travail. Dans un premier temps, de grands tamis retiennent les objets volumineux, comme le plastique ou le métal. La maille est pensée pour laisser passer le papier et le carton, et bloquer tout ce qui est trop gros. S'il y a des agrafes ou des petits morceaux métalliques, on les retire grâce à d'imposants aimants industriels.
Souvent, ces aimants font la taille d'un petit placard, voire plus, et peuvent peser des centaines de kilos. Intégrés au convoyeur, ils génèrent un champ magnétique ultra puissant qui attire instantanément le métal en mouvement au milieu de la masse de papier. Ensuite, le papier passe sur un tapis roulant pour un tri plus précis, grâce à différentes technologies. Systèmes optiques dernier cri, courant d'air, convoyeurs à grande vitesse ou encore séparateurs électrostatiques. Les dispositifs de tri optique, en particulier, sont parmi les plus performants. Ils utilisent des capteurs et des caméras pour repérer chaque type de papier selon sa couleur ou sa texture. Un journal ne ressemble pas à un carton, par exemple, et ces nuances sont détectées automatiquement. Le flux de papier est alors orienté d'un convoyeur à l'autre, parfois sous des jets d'air qui écartent les matériaux plus légers, comme les journaux, des plus lourds, comme le carton. Les séparateurs électrostatiques, eux, exploitent des champs électriques pour distinguer divers types de papier et de carton selon leurs propriétés électrostatiques. On élimine ensuite ce qui n'est pas recyclable à ce stade. Dans certaines usines, surtout les plus grandes, on a encore besoin d'une équipe de tri manuel pour compléter le travail des machines, car même les meilleurs systèmes ne repèrent pas tout. Il faut aussi enlever les résidus de nourriture, qui peuvent rester sur les emballages ou les cartons. Pour ça, on recourt parfois à un lavage ou un nettoyage mécanique. Une fois que le papier est bien réparti par catégorie, on passe au broyage et au compactage. Comme il existe différents types et structures de papier, il faut tout réduire à un matériau homogène avant la suite du processus. Des machines spécifiques découpent cartons, journaux et autres papiers, puis la matière est comprimée en ballots ou en bobines, afin de faciliter le stockage et le transport. Enfin, on purifie soigneusement le papier pour éliminer tout résidu susceptible de gêner la production suivante. Grâce à ces procédés de pointe, les usines américaines de recyclage atteignent un niveau de propreté et d'efficacité impressionnant. Résultat, on peut réintroduire le papier dans le circuit et fabriquer de nouveaux produits, avec un minimum de pertes. Plutôt malin, non? Chaque année, dans le monde, plus de 38 millions d'atterrissages d'avions de ligne ont lieu, et chacun met le train d'atterrissage à rude épreuve. Imagine, quand un Boeing 747 touche la piste à environ 260 km/h, la charge sur ses roues dépasse facilement la centaine de tonnes. Et la température des pneus grimpe en un éclair jusqu'à près de 400 degrés Celsius. Comment fabrique-t-on donc ces roues et ces trains d'atterrissage ultra résistants capables de tenir le choc dans des conditions aussi extrêmes? Reste dans les parages. Je vais te montrer de quoi sont faits ces véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie. Au tout premier temps de l'aviation, quand les frères Wright ont réalisé leur tout premier vol en 1903, leur flyer n'était même pas équipé de pneus. L'avion glissait simplement sur un rail de guidage. Mais avec le développement de l'aviation, on a vite commencé à utiliser des pneus de voiture classiques. Les premiers vrais pneus pour avion étaient des chambres à air en caoutchouc, comme sur les vélos ou les voitures. Pas très robustes. Ils cédaient souvent quand l'atterrissage était trop brutal. Et clairement, c'était pas la joie. Dans les années 20 et 30, l'aviation a fait un bond en avant, et les exigences de résistance pour les pneus se sont envolées. La fabrication est donc devenue plus spécialisée, avec l'apparition de constructions renforcées à couches multiples, le fameux cordon, capable de supporter de plus lourdes charges. Des fabricants comme Goodyear et Dunlop ont alors mis au point des pneus spécialement conçus pour l'aéronautique, utilisant du caoutchouc synthétique et plusieurs couches de renfort
pour booster la solidité. La Seconde Guerre mondiale a donné un sacré coup de fouet à l'industrie aéronautique, y compris à la production de pneus. Les avions sont devenus plus lourds, plus rapides, et du coup, la pression sur leurs pneus au moment de l'atterrissage a explosé. C'est à cette époque que les ingénieurs ont commencé à calculer les contraintes sur les pneus, grâce à des modèles aérodynamiques et des formules mathématiques. On a alors développé des pneus radiaux multicouches, capables de tenir des vitesses et des charges énormes pendant le décollage et l'atterrissage. Avec l'arrivée des avions à réaction dans les années 50, les contraintes sur les pneus ont encore grimpé. Un Boeing 707 ou un Tu-104 par exemple pouvait dépasser la centaine de tonnes au décollage, d'où la nécessité de concevoir des pneus totalement nouveaux, aptes à supporter la chaleur due au frottement lors de l'atterrissage. C'est ainsi que sont apparus les pneus en caoutchouc synthétique résistants à la chaleur, enrichis d'additifs chimiques pour éviter la surchauffe et l'éclatement. C'est là qu'a vraiment commencé l'ère moderne de la fabrication de pneus pour avions. Le train d'atterrissage d'un avion subit des contraintes tout simplement dingues. À l'atterrissage, le poids de l'appareil peut largement dépasser la centaine de tonnes. Et le choc sur la piste peut représenter plusieurs fois ce poids. Lors du décollage et du freinage, les roues encaissent un frottement et des températures de folie. Par exemple, la vitesse d'atterrissage d'un Boeing 747 tourne autour de 260 km/h. Et le train doit tenir sur la durée. Il doit résister à des dizaines de milliers d'atterrissages sans dommages majeurs. Mais alors, qu'est-ce qui compose exactement un train d'atterrissage ? Eh bien, tu vas voir. Le titane, c'est le top du top. Léger, costaud et immune à la corrosion. Mais évidemment très cher. Les aciers à haute résistance, on les retrouve surtout sur les avions cargo ou certains modèles militaires. Quant aux alliages d'aluminium, c'est la version allégée pour les avions plus petits. Comment fabrique-t-on tout ça ? Tiens-toi prêt, c'est assez fascinant. Forgage. On part d'un bloc de titane ou d'acier qu'on presse sous haute pression pour obtenir la forme voulue. Usinage CNC. Après le forgeage, on peaufine la pièce grâce à des machines à commande numérique en retirant le surplus. Traitement thermique. Pour durcir encore le métal, on le chauffe à très haute température avant de le refroidir brutalement. Revêtement. On applique ensuite un revêtement anti-corrosion parce que le train d'atterrissage subit l'humidité et des produits agressifs, comme les agents de dégivrage sur la piste. Les roues d'un avion, c'est pas juste un bout de caoutchouc, comme sur une bagnole. Elles doivent encaisser la vitesse, le freinage brutal et des chocs monstrueux. Qu'ont-elles de si particulier ? Elles fonctionnent dans des amplitudes de température extrêmes, de moins 122 degrés en altitude, à plus de 392 degrés. Incroyable, non ? Elles ne peuvent pas juste péter en cas de surcharge. Il y a des systèmes spéciaux de dégonflage pour éviter l'explosion. Et chaque roue doit encaisser plusieurs tonnes. Comment sont-elles fabriquées ? Regarde bien. D'abord, on façonne le disque métallique, souvent en aluminium ou en titane, pour la légèreté et la robustesse. Puis, on prépare le pneu. Ce n'est pas juste de la gomme, mais un assemblage de matériaux complexes. Des fibres de carbone et du Kevlar pour la solidité, du caoutchouc taillé pour supporter des températures extrêmes, des ceintures métalliques renforcées pour éviter l'éclatement. Les roues sont ensuite testées dans des labos spécialisés où on les soumet à des chocs, à l'usure et même à des tirs. Car oui, certains avions militaires utilisent des pneus par balle. Un pneu de voiture classique
peut s'user après 50 000 km. Sur un avion, c'est différent. Un pneu peut encaisser jusqu'à 500 atterrissages. Mais chacun d'entre eux est un véritable supplice. Alors, qu'est-ce qui rend les pneus d'avion si spéciaux? Leur super pouvoir vient d'un caoutchouc ultra résistant, qui ne lâche pas sous la pression. Des flancs renforcés protègent la gomme des dégâts sur la piste, et certaines gommes peuvent libérer de l'air pour éviter d'exploser en cas de surchauffe. D'abord, on forme la carcasse, en combinant ceinture d'acier, Kevlar et autres matériaux costauds. Puis on cuit le pneu à des températures ultra élevées pour le durcir. Ensuite, on l'étire, on le comprime, on le teste sous plusieurs centaines de bars de pression. Et voilà, les pneus sont prêts. Et maintenant, parlons un peu du futur. Chaque année, l'aviation devient plus légère et plus efficace. Alors, qu'est-ce qui va changer dans la fabrication des trains et des roues? Faisons un petit saut en avant. Première piste, les composites. Certains avions datent déjà des structures en carbone, nettement plus légères que le métal, mais tout aussi résistantes. Deuxième idée, les matériaux autoréparants. Ces nouvelles technologies permettent de créer des revêtements qui se soignent eux-mêmes à la moindre micro-fissure. Enfin, les pneus sans air. La NASA et les compagnies aériennes les testent, car ils sont Pour résumer, le train d'atterrissage d'un avion est conçu à partir de matériaux ultra résistants, capables de supporter d'immenses contraintes lors du décollage, de l'atterrissage et du roulage. Les principaux? Des alliages de titane et d'aluminium, des aciers à haute résistance et des composites. Les alliages de titane servent aux pièces les plus critiques grâce à leur robustesse, leur résistance à la corrosion et leur légèreté. Les alliages d'aluminium, plus légers que l'acier, sont parfaits pour les zones moins sollicitées. Les aciers haute résistance entrent en scène quand il faut une rigidité et une durabilité maximale. Les matériaux composites, eux, permettent d'alléger encore la structure, tout en renforçant sa solidité. Ajoute à cela des systèmes hydrauliques et amortisseurs, qui absorbent les chocs à l'atterrissage et garantissent plus de confort pour l'équipage comme pour les passagers. Et tu comprends pourquoi ces trains d'atterrissage sont de vrais bijoux d'ingénierie. Et si je te disais que tu bois déjà de l'eau purifiée issue d'eaux usées? Non, ce n'est ni une blague, ni une lubie futuriste. À Singapour, en Californie et même en France, on réinjecte dans le réseau d'eau potable de l'eau qui a déjà transité par les canalisations. Mais est-ce vraiment sûr? Et surtout, arriveras-tu à franchir le cap psychologique et à la boire? Découvrons ensemble comment fonctionne cette technologie hors du commun. Et pourquoi l'avenir de l'eau potable n'a rien à voir avec ce que tu imaginais? Pas de science-fiction, c'est bel et bien la réalité. Et elle contribue à résoudre le problème mondial du manque d'eau. Mais comment fonctionnent ces systèmes? Sont-ils vraiment fiables? Et surtout, peut-on accepter de boire ce qui, autrefois, partait dans les égouts? Allez, on plonge dans le sujet. Ici, la vedette s'appelle Direct Potable Heureuse. C'est une technologie de purification qui réinjecte les eaux usées traitées dans le circuit d'eau potable. Concrètement, l'eau que tu as utilisée pour ta douche ou chassée dans les toilettes peut redevenir parfaitement potable après une série d'étapes de purification renforcée. Est-ce sans danger? Oui, et même plus encore. Les contrôles sont si stricts que, dans bien des cas, cette eau est plus propre que l'eau du robinet classique. Singapour est l'un des pionniers en la matière. Dès 2003,
La cité-État a lancé NeWater, un système de recyclage des eaux usées qui sert autant à l'industrie qu'à la consommation. En France, la ville des Sables d'Olonne a instauré un projet novateur permettant de transformer les eaux usées en eau potable. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie locale, visant à garantir un approvisionnement durable et à limiter la dépendance aux sources traditionnelles. Au Texas, en Californie et en Arizona, aux États-Unis, on trouve déjà des usines capables de rendre l'eau des égouts potable. À Los Angeles, on compte même couvrir 30% des besoins municipaux grâce à l'eau recyclée. La première étape pour transformer des eaux usées en eau potable, c'est le pré-traitement. À ce stade, on élimine les déchets solides, le sable, les graisses et autres particules organiques volumineuses. Comment ça marche? Quand les eaux usées arrivent à l'usine, elles passent à travers des grilles mécaniques et des tamises, des structures métalliques aux fentes étroites, de 3 à 10 mm, qui retiennent les objets plus gros. Bouteilles en plastique, lingettes, sacs, feuilles, voire de petits articles tombés par accident dans la cuvette. Et ensuite, tous ces déchets sont dirigés par tapis roulant vers l'incinération ou un centre de traitement. L'étape suivante, ce sont les désableurs. On y laisse se déposer le sable, le gravier, les éclats de verre et les particules métalliques. Pourquoi? Parce que ces matières peuvent endommager les installations ou obstruer les canalisations lors des phases ultérieures. Dans ces bassins, le flux de l'eau ralentit, laissant tomber au fond les particules les plus lourdes. Souvent, l'eau usée contient également des graisses, des huiles et des lubrifiants, résidus de cuisine ou rejets industriels. Pour les extraire, on utilise des bacs spéciaux où de fines bulles d'air sont injectées, faisant flotter les graisses à la surface. Puis, une racleuse vient les récupérer pour les envoyer au traitement ou à la destruction. Dernière étape du pré-traitement, les bassins de décantation. L'eau y stagne pendant quelques heures, voire une journée entière. Les particules organiques lourdes sédimentent, tandis que les matières plus légères remontent. Les boues qui se forment au fond sont raclées par des systèmes motorisés et peuvent être valorisées, par exemple pour produire du biogaz. Quant à la couche de surface, elle est collectée pour être filtrée ou éliminée. Après cela, l'eau est loin d'être parfaite. Mais elle est délestée des principaux polluants et devient prête pour l'étape suivante. Le traitement biologique, où bactéries et micro-organismes se chargent de digérer ce qui reste d'organique. Le flux qui n'était hier qu'une eau usée chemine maintenant à travers un réseau complexe de canalisations et de cuves. Débarrassée des plus gros déchets, du sable, des graisses et de la majeure partie des résidus organiques, elle arrive à l'étape magique, la microfiltration. Ici, pas de simple filtre à haute cuisine. On parle de membranes ultra fines, semblables à un tamis microscopique, dont les pores sont des milliers de fois plus petits que l'épaisseur d'un cheveu. Leur taille, entre 0,1 dixième de micron et 0,01 micron. À titre de comparaison, une bactérie d'environ 1 micron ne passera même pas, et la plupart des virus se retrouvent aussi piégés. L'eau, elle, glisse sans difficulté, laissant la menace de l'autre côté de la barrière. Les membranes de microfiltration se présentent sous forme de longs tubes ou de plaques, où l'eau est poussée sous haute pression. Elle ne fait pas que goûter. Elle traverse des millions de microcanaux. Le système peut épurer des milliers de litres par heure, mais nécessite souvent une pression entre 4 et 5 bars pour forcer l'eau à franchir ces filtres. Une fois passée par là, l'eau semble cristalline, mais les scientifiques veulent une pureté absolue. L'étape suivante est l'osmose inverse, qui va retirer les sels dissous, les minéraux et les plus petits polluants restants.
Après la microfiltration et l'osmose inverse, l'eau est déjà débarrassée des particules, des bactéries et de la quasi-totalité des impuretés. Mais ce n'est pas encore suffisant pour la rendre irréprochable. Il faut une désinfection finale. De puissantes lampes émettent des rayons ultraviolets à 254 nanomètres, détruisant en quelques secondes l'ADN et l'ARN des bactéries, virus et parasites. Ces réacteurs UV peuvent traiter jusqu'à 10 000 litres par heure. Et le gros avantage? Les ultraviolets ne laissent aucune trace chimique, préservant le goût et la composition de l'eau. Ensuite, pour éliminer les virus, les résidus chimiques et même les odeurs indésirables, on expose l'eau à l'ozone. 50 fois plus puissant que le chlore, l'ozone neutralise la plupart des micro-organismes et oxyde jusqu'aux traces de pesticides ou de produits pharmaceutiques. Tout cela prend moins d'1 minute, après quoi l'ozone se décompose de lui-même en oxygène. L'association UV-ozone garantit ainsi une eau plus pure qu'une eau de source. Mais le véritable défi reste psychologique. Boire ce qui était jadis évacué paraît répugnant pour beaucoup. On appelle ça le yuck factor. Pourtant, qui sait? Dans 10 ou 20 ans, c'est peut-être cette eau-là qui coulera de ton robinet. Et tu ne remarqueras même pas la différence.